ce cours, on a décidé de parler de la parole, forcément, puisque comme vous le savez, le grand thème de Pessah, c'est la parole. Pessah, la bouche qui parle, c'est le sens, le deuxième sens, le sens allégorique de la fête de Pessah. Et bien entendu, on va passer notre soirée du Seder à parler. Donc, je voulais m'attarder un petit peu sur la force des mots, sur la force de la parole. Je suis également, comme vous le savez, thérapeute et donc très attachée aux mots, très attachée à l'expression. Et effectivement, je voudrais voir comment les mots peuvent nous rendre libres, puisque nous sommes dans la soirée de la liberté. Et dans la soirée de la liberté, eh bien, on va parler. Ça veut dire qu'il y a certains mots qui rendent libres, d'autres évidemment qui enferment. Et je commencerai cet exposé en citant une phrase que m'a rapportée plusieurs fois mon fils après avoir fini ses 3 mois à Gaza. Il m'a dit plein de fois, « Tu sais maman, je suis sortie de Gaza, mais Gaza n'est pas encore sortie de moi. » Et effectivement, combien nous sommes à être sortis d'Égypte, mais est-ce que l'Égypte est sortie de nous? Et pour le dire autrement, quand est-ce que nous sommes capables de parler tranquillement d'une dispute passée? Quand est-ce qu'on est capable de parler tranquillement d'un licenciement qu'on a mal vécu, d'une rupture avec quelqu'un, de pouvoir en rire, de pouvoir la tenir à distance, de pouvoir juste l'évoquer? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable pour nous? Parce que évoquer quelque chose qui fait partie du passé et d'un passé traumatique, eh bien ça fait remonter l'angoisse. Donc c'est bien, nous sommes juste après, très peu de temps après la sortie de Gaza, et donc évidemment que l'évoquer constitue une angoisse, et que les choses vont se mettre en place, Be'ezrat Hashem, tout doucement, en son temps. Comme on l'a dit, il y a des mots qui enferment. C'est le P-Ra, la bouche mauvaise, c'est les lettres de Paro, P-Ra. Et il y a d'autres mots qui libèrent, Pessah. Toute la soirée de la Haggadah va être autour de cette parole libératrice, et le mois de Nissan entier, jusqu'au bout du mois de Nissan, est autour de la notion de parole. Puisque vous le savez, dans le Sefer Yetzira, les 12 mois de l'année correspondent à 12 fonctions fondamentales de notre corps, et le mois de Pessah correspond à la lettre. Enfin, il y a des lettres qui correspondent au mois, et ça correspond à la lettre He, qui est la première lettre pour avoir un souffle et pour parler. Et si j'ai un souffle qui vient sur les cordes vocales, je vais pouvoir émettre un son. En fait, le He, c'est le premier son qui existe. Les mois de l'année correspondent également à des fonctions dans le corps, et la fonction qui correspond au mois de Nissan, c'est un pas en avant. Vous allez voir que ça aussi, nous allons beaucoup l'étudier ensemble ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on doit absolument dire le soir de Pessah? Est-ce qu'on sait ce qu'on doit dire? Alors, on sait qu'on a une mitzvah générale, Vehigata lebincha, et tu raconteras à ton fils. C'est la mitzvah du soir. Mais est-ce qu'il y a des mots qu'il faut dire? Est-ce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire? Alors, la structure de la Haggadah, si vous faites attention à la structure de la Haggadah, la façon, toute la partie Maggid, donc la partie dans laquelle on raconte, on fait la mitzvah de raconter à nos enfants, à la génération suivante, eh bien, elle est, après avoir dit Manishtana, c'est-à-dire évoquer la question, c'est comme ça qu'on ouvre la Haggadah. Ensuite, on présente les 4 enfants, les 4 types d'enfants, comme pour dire, quelles que soient les personnes à ta table, tu te dois de raconter. Et ensuite, on va raconter toute l'histoire chronologiquement. On va longuement détailler à quel point on a souffert en Égypte. Et puis, il va y avoir la chronologie de tout ce qui s'est passé, les 10 plaies, etc.
Et puis tout d'un coup, après avoir tout raconté, et juste avant de faire le Hallel, puisqu'on a dit que Dieu nous a sauvés, qu'il a envoyé les 10 plaies, etc., c'est le moment de faire le Hallel. Vous savez qu'il y a une partie du Hallel qu'on fait pendant le Maguid et la deuxième partie du Hallel qu'on fera à la fin du repas. Mais on le commence pendant le Maguid sur le deuxième verre de vin. Et à ce moment-là, il y a un passage juste avant de commencer le Hallel, donc on est à la fin de la Haggadah, d'accord ? Enfin, à la fin de la partie Maguid. Et on conclut notre histoire, puisqu'on va commencer le Hallel. On conclut notre histoire, et puis là, Rabban Gamliel arrive. Un certain Rabban Gamliel s'invite dans notre Seder et nous donne un ordre de dire quelque chose. Parce que, allez, avouons-le, on ne sait pas tous lire la Haggadah. On a beaucoup d'anciens qui viennent participer au Seder de leurs enfants, qui n'ont pas forcément appris à lire l'hébreu et qui écoutent. Et ils vont dire, dis la Haggadah, vas-y, raconte la Haggadah, lis le texte de la Haggadah. Et ils sentent comme ça qu'ils ont fait la Haggadah, ils n'ont pas prononcé des mots. Et est-ce grave ? Pas du tout. Pas du tout, ils ont fait la mitzvah, ils ont participé au Seder. Par contre, tout d'un coup, juste avant le Hallel, arrive Rabban Gamliel, et là il nous dit attention. Kol mi shelo amar shlosha dvarim elu, toute personne qui n'a pas dit ces trois choses-là, lo yatsa yedei chovato, sache qu'il n'a pas fait la mitzvah de sortir d'Égypte ce soir. Il n'a pas fait la mitzvah de raconter la Haggadah et donc de sortir d'Égypte. Quelles sont les trois choses qu'il doit dire ? D'accord ? Jusque-là, il n'y avait pas d'obligation de dire. Il y avait une obligation de participer, pas de dire. Et là, tout d'un coup, attention, il faut dire. Et là, c'est le moment, je vous le rappelle, dans le Seder, où tout le monde va dire « Dis ces trois mots-là. Vas-y, papy, répète après moi. Vas-y, tata, répète après moi. » Et qu'est-ce qu'on répète ? Pessah, Matzah ou Maror. Vous le connaissez toutes par cœur, ces trois fameux mots que nous sommes obligés de dire. Et puis juste après, on va détailler. Pessah, c'est quoi ? Ah bah Pessah, c'est le Korban Pessah, c'est l'agneau pascal. On l'offre et on le consommait chaque année à l'époque du temple en souvenir de Dieu qui est passé au-dessus des maisons juives. Puis la matzah, c'est quoi ? On montre la matzah, on monte la galette et on dit c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de faire un pain levé. Et puis ensuite, on va dire le maror, c'est les herbes amères. On les mange. Ceux qui savent, les Ashkenazim qui s'y connaissent en herbes amères prennent du réfort. On devient tout rouge, rien qu'en le respirant, on se met à pleurer, tellement que c'est fort. Aujourd'hui, franchement, on n'a pas l'air de grand-chose avec notre laitue ou nos endives. Mais voilà, l'herbe amère, c'est une vraie herbe amère. Et on dit, ça nous rappelle les travaux d'esclavage en Égypte. Mes amis, voilà trois mots, apparemment, libérateurs. Trois mots qui nous font vivre la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, le passage juste après, c'est maintenant, tu dois faire Keilu Yatsa Mitzrayim. Tu dois sentir comme si tu sortais d'Égypte. Normalement, c'est le moment où tu dois sentir quelque chose qui se libère en toi. Tu dois sentir qu'il y a des chaînes autour de toi qui sont en train de partir, de se pulvériser à ce moment-là précis. Alors dites-moi, j'ai une question très importante. Pessah, Matzah et Maror. Voilà les trois mots apparemment qui rendent libre. Dites-moi, c'est dans le bon ordre ? D'abord Pessah, l'agneau pascal, puis la Matzah, puis les herbes amères. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, au contraire, mettre les herbes amères en premier, puisqu'on vient de raconter chronologiquement l'histoire qu'on a souffert en Égypte et que Dieu est venu nous libérer avec les 10 plaies. On aurait dû dire Maror, il y a eu le Maror, puis il y a eu le Korban Pessah, puis on a fait la Matzah. De quoi s'agit-il ici ? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on doit commencer par le mot Pessah. Et j'ai une révélation à vous faire ce soir. Une révélation que je me suis faite à moi-même cet après-midi en préparant mon cours et que je voudrais vous dévoiler à vous. À chaque fois que j'enseignais le mot Pessah,
avec la traduction anglaise Passover, qui veut dire passer au-dessus. Pessah, ça veut dire sauter, passer au-dessus des maisons juives. D'accord ? Dieu a anéanti tous les premiers-nés égyptiens et a protégé, passé au-dessus des maisons juives. Exactement comme ce samedi soir, il a posé sa main sur la terre d'Israël pour la protéger, pour protéger tous les missiles. Il avait fait exactement pareil. On a énormément de chance de faire partie de cette génération qui assiste à des miracles. Ça fait tellement d'années qu'il n'y a pas eu de miracle. Et bien voilà, on a la chance de faire partie de ceux qui assistent aux miracles complètement improbables, 99% de missiles qui ne touchent pas Eretz Israël. C'est un espace en dehors de l'espace. Alors, voilà la révélation. Je me suis arrêtée sur le mot Pessah en français et j'ai compris que Pessah le mot Pessah a un dérivé en français qui est le mot pas. De là arrive le mot passer. Mais je vais prendre le premier mot, le mot le plus simple, le mot pas, P-A-S. Quand j'ai vu que le mot pas s'écrit P-A-S, je suis allée chercher la racine étymologique latine du mot pas, faire un pas. Parce que je me souvenais aussi que la force du mois de Nissan, c'est mettre un pas en avant dans le Sefer HaYetzirah. Donc, il y a quelque chose ici apparemment d'essentiel, puisque c'est le premier mot qu'on doit dire alors que ce n'est pas chronologique. C'est le mot Pessah que pour la première fois, je vais vous traduire par un pas, ou plutôt un pas en avant. Mais dans le mot pas, vous entendez un pas en avant. Eh bien, le mot pas vient du latin passus. C'est quoi passus en latin? Et c'est pour ça qu'il nous reste le S de l'étymologie latine. Passus, c'est une mesure de longueur. Ben oui, un pas, c'est une distance. C'est une mesure de longueur. Comment comprendre que le début de la Géoula, le début du chapitre de la libération d'Israël, ne commence pas par le Korban Pessah, ne commence pas par la plaie. Le Korban Pessah est donc le 14 Nissan et la nuit qui suit, il y a la plaie des premiers-nés. Non. Le premier pas, c'est le cas de le dire, de la libération, eh bien, c'est le premier jour du mois de Nissan, quand nous recevons notre première mitzvah, qui est tellement important que Rachid dit qu'on aurait dû commencer la Torah avec cette première mitzvah, la mitzvah de commencer le calendrier par le mois de Nissan. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que, avant cette première mitzvah qui a eu lieu il y a 3336 ans, je crois, si je suis exacte, est-ce que avant cela, on comptait le temps? Est-ce qu'on avait un calendrier? Est-ce qu'on avait une mesure pour évaluer le temps qui passe? Alors vous allez me dire, oui. Les tribus antiques parlaient de un hiver, 2 hivers, 3 hivers, ou un printemps, 2 printemps, 3 printemps. Donc, en fait, en fonction des saisons, si je voulais dire il y a 10 ans, je pouvais dire il y a 10 printemps. Si je veux dire que c'est le milieu du mois, je pouvais dire à la pleine lune. Mais on n'avait pas de calendrier. En fait, la première mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah d'avoir une mesure de longueur pour compter le temps, pour être capable d'évaluer le temps qui passe. Et vous savez, il y a une question philosophique bien connue. Est-ce que le temps qui passe, est-ce que c'est une réalité objective qui existe en soi, ou est-ce que c'est une réalité relative? Je fais référence bien sûr à Einstein par exemple. C'est-à-dire que, avec la théorie de la relativité, est-ce que le temps, c'est quelque chose qui existe seulement si je mets un point de départ et que je compte à partir de ce temps? Je mets un temps t égale 0 et à partir de là, je compte et donc il peut y avoir un temps qui se déroule. Ou bien est-ce que c'est objectif absolu? Bon, on va pas rentrer là-dedans, je vous rassure, on va pas faire un cours de philo ce soir, je serais bien incapable.
Mais disons-le clairement, imaginez un monde maintenant sans calendrier. Imaginez que vous devez vivre maintenant sans calendrier et sans montre. Déjà, on aurait eu du mal à se donner rendez-vous ce soir en Zoom pour se préparer à Pessah. On est bien d'accord. Donc, on aurait eu un petit problème technique, ça aurait été compliqué. Au-delà de ça, à quoi ressembleraient nos vies si on n'avait pas un temps, un calendrier pour mesurer notre temps? Mais il faut savoir que ça produirait une désorganisation énorme dans notre vie. En fait, on ne pourrait même pas avoir un narratif sur notre propre histoire. On aurait un narratif vague. Il y a 15 printemps, je me suis mariée. Il y a dans tant et tant de printemps. C'est-à-dire que les frontières seraient extrêmement peu précises, d'accord? Pour pouvoir avoir un narratif et pour pouvoir, en fait, évoluer. Tout est mélangé quand il n'y a pas de temps. Et surtout, ce qu'on n'arrive pas vraiment à exprimer quand on n'a pas de temps, c'est le principe du progrès, de l'évolution. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas de direction. Le temps, c'est d'abord une direction. Et si je n'ai pas un temps, je fais du surplace. D'accord? Quelle différence il y aurait si on n'avait pas un temps clairement mesuré? Vous avez un homme de 40 ans et un homme de 20 ans à côté. L'un est le père de l'autre. Quelle différence finalement entre les deux? Celui de 40 ans a plus d'expérience, c'est le père, et il a autorité sur celui de 20 ans. Oui, mais celui de 20 ans, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus capable de survivre, de se battre. Alors, en fait, quel repère je peux avoir? J'ai pas vraiment de repère si je n'ai pas de temps. D'accord? Selon quel repère je dis que l'un a autorité sur l'autre? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on n'a pas de temps, quand on n'a pas de direction, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on fait du surplace. Alors, on a tout déjà vécu ça, on l'a tout expérimenté quand? En vacances. En vacances, tu as tout ton temps et tu as une petite déception quand même, c'est de ne rien foutre. C'est-à-dire que tu as repoussé plein de choses. Ouais, je le ferai en vacances, je vais trier mes photos, je vais enfin faire un cours de gym, je vais prendre du temps pour moi, je vais voir tel ami que j'ai pas vu. Et puis tu as la journée qui passe et rien du tout. Il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a rien qui a été produit parce que tu n'as pas mis en route le paramètre temps. Et donc en fait, le temps, c'est ce repère-là. En fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que quand on n'a pas de repère, c'est exactement la définition d'être esclave en Égypte. L'idée profonde de l'esclavage en Égypte, c'est quoi? Il y a un symbole à l'Égypte et à son idolâtrie. Vous savez que c'était la nation la plus idolâtre. L'Égypte, alors, elle vénère elle vénère énormément de dieux, toute la mythologie égyptienne, etc. Mais il y a le dieu soleil, bien sûr, qui est au-dessus de tout. Et le symbole du dieu égyptien ultime, qui s'appelle Ra ou Ré, selon la façon de le prononcer, c'est un symbole en forme de rond. Vous regarderez sur Google, ça vous intéresse, il y a un rond, en fait, un rond qui est au-dessus de tout. Le rond, c'est quoi? Le rond, c'est le symbole de l'esclavage égyptien. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui ne mène nulle part. C'est vraiment le symbole du surplace, ou comme on pourrait dire en français, tourner en rond. Quand tu tournes en rond. Qu'est-ce que c'est? Je reviens au Corban Pessah. Maintenant qu'on a exposé la nécessité d'avoir un repère temporel, que c'est la première mitzvah de la Torah, je reviens au premier mot de la liberté, le mot Pessah. Pessah par rapport au Corban Pessah, par rapport à l'action de Dieu de le pas, ce pas au-dessus. C'est quoi le Corban Pessah? C'est un agneau. L'agneau, c'est le petit du mouton. Le mouton, quelle est sa particularité? Alors, je sais que ça fait longtemps qu'on n'est plus des bergères, mais on va faire semblant l'espace d'un cours.
quelle est la particularité du mouton? Alors le mouton, déjà, première chose, il se déplace vraiment en troupeau. D'accord? Les moutons de Panurge. Le mouton suit sa troupe. Le mouton avance aveuglement, d'accord, avec son troupeau. D'accord? On parle vraiment d'être quelqu'un qui a un mouton, c'est-à-dire qu'il va suivre le groupe sans réfléchir. Donc, il se déplace en troupeau, il se déplace en rond et surtout sans aucune direction. Si le troupeau de moutons n'a pas de berger pour les diriger et des chiens qui les font avancer, ils sont capables de tourner en rond sur eux-mêmes sans arrêt, sans aller vers un pâturage plus vert, sans aller dans une direction. Il n'y a pas de direction. Le troupeau et le mouton, l'agneau ne va nulle part. On va prendre cet agneau-là et on va l'accrocher au pied du lit. Quelle est l'idée du Corban Pessar qu'on prend? Donc c'est un agneau qui ne va nulle part. Aller nulle part, c'est quoi? C'est être dans le présent. Le présent, c'est le plaisir immédiat, c'est la satisfaction immédiate, c'est remplir tout de suite mon désir, avoir un désir, vivre un désir, le remplir, vivre un désir, le remplir. Et en fait, vous savez que pour renoncer à un plaisir immédiat, bien, par définition, quelqu'un qui dit non, allez, je le prends pas maintenant, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans le futur. L'exemple le plus facile du plaisir immédiat auquel tu renonces, c'est le régime. Comment est-ce que tu es capable de renoncer à maintenant tout de suite cette glace au chocolat? Parce que tu envisages déjà ta silhouette dedans 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est-à-dire que tu t'inscris dans un mouvement qui va quelque part. Si tu t'inscris pas dans un mouvement qui va quelque part, s'il n'y a plus de temps, d'accord? Et si tu es juste dans le maintenant, comme le mouton qui s'inscrit et qui fait du surplace, qui suit la masse, qui n'a pas de volonté propre et qui reste sur place du coup, eh bien, lui, il ne peut pas justement renoncer à une satisfaction puisque ça ne s'inscrit pas dans une histoire. D'accord? Donc, c'est pour ça aussi, par exemple, que le bébé a beaucoup de mal, les petits-enfants ont beaucoup de mal à renoncer à un plaisir. Ils veulent quelque chose, ils font une crise, ils le veulent ici, maintenant, parce qu'ils n'ont pas encore la notion de temps. D'accord? Vous avez, toutes les mamans ont expérimenté la découverte de la notion du temps quand on dit à l'enfant, non, c'est demain. Demain, c'est dans combien de dodo? D'accord? C'est la première question que les enfants posent. Combien de dodo? Ou bien, j'adore quand ils disent le demain de demain. D'accord? Le demain de demain pour après-demain. Là, ça y est, ils ont déjà un petit peu plus envisagé la notion de temps. Après, pour comprendre la semaine, dans un Shabbat, dans 2 Shabbats, etc., etc. D'accord? C'est un apprentissage. C'est vraiment un apprentissage. Donc, le petit enfant n'arrive pas à renoncer à un plaisir. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'est que dans le maintenant. Le symbole, donc, de l'Égypte, c'est ce rond-là, ici, maintenant. D'accord? Le symbole graphique d'Israël. C'est quoi le symbole graphique d'Israël? Notre symbole, non, j'en ai pas sur moi, qui a sur elle sa Magen David? C'est la Magen David. C'est quoi la Magen David? La Magen David, c'est un triangle vers le haut et par-dessus un triangle vers le bas. Qu'est-ce que c'est qu'un triangle vers le haut déjà? Triangle vers le haut, c'est cette idée de flèche, de mouvement, d'accord? Il y a un mouvement de bas en haut avec un mouvement de haut en bas, d'accord? Qui est toute l'idée du peuple d'Israël. On monte vers Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu, du coup, nous ouvre toutes les portes. Le mouvement commence toujours par le bas, ça s'appelle Itoreruta Diltata, le réveil des mondes inférieurs. On se réveille, on fait Teshuvah par exemple, on prie, on avance, on se remet en question, quelque chose bouge, on fait un pas, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, on fait un pas et du coup il y a des choses qui vont se passer. Mais ça commence par ce mouvement, par cette flèche, d'accord ? Donc, et même le mot Israël, c'est quoi Israël? C'est Yachar El, tout droit vers.
Donc, on avance vers quelque chose. Et tout le judaïsme, cette idée-là que tout a un sens, notre histoire a un sens, et qu'on avance vers une Géoula. Même quand c'est douloureux. Même quand on est le 7 octobre 2023, même quand on est dans cette année terrible Tashpad, on avance vers. Le rond, lui, c'est l'idée de la passivité. C'est l'idée qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a pas d'évolution. D'accord ? Et en fait, pas de réflexion sur le futur, on se satisfait de l'ici et du maintenant, tout est là. D'accord ? Une vie cyclique qui va mener nulle part. À Rosh Chodesh Nissan, qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, le temps est né. Le temps est né, il a un point de départ. Et à partir de là, on avance. À partir de là, on évolue. À partir de là, on se transforme. Notre Korban Pessah, c'est quoi ? C'est quoi aller prendre ce mouton-là qui suit le troupeau, qui va nulle part, qui reste sur place, qui se satisfait de ce qu'il y a ici. Il y a de l'herbe là-bas, qu'est-ce que tu satisfais d'ici ? Non, je prends tout de suite, maintenant, j'arrive pas à envisager un mouvement. On prend ce mouton. C'est-à-dire que c'est une posture psychique que nous adoptons à ce moment-là. Qui fait que quoi ? Que cette posture passive, la posture de passivité, on la prend, on l'accroche au lit, qui est quoi ? Qui est le lieu de la passivité par excellence. Quand je dors, je fais rien. Il se passe rien. Au pied du lit, au pied de la passivité, je prends le symbole de la passivité, je l'accroche au symbole de ma passivité et je vais bientôt égorger cette passivité. Je vais l'égorger. Je vais l'anéantir, cette passivité. Pour bien comprendre, d'accord, ce qu'on est en train de dire, l'image de la passivité que je suis en train de vous décrire, avec le symbole du dieu égyptien, avec le symbole de l'agneau, ça serait quoi cette passivité dans le corps, dans le langage corporel humain? Ça serait quelqu'un qui est affalé sur un lit, qui est comme ça, qui dit détente, pas les nerfs, non, allez, laisse-moi tranquille, flemme, voilà, flemme, d'accord? Flemme. T'es comme ça, tu bouges pas, t'as pas de montre, t'as pas de temps, tu sais pas s'il fait jour, tu sais pas s'il fait nuit, d'accord? Faites attention aux ados qui s'enferment chez eux, qui ferment les volets, qui ont plus de notion du jour, de la nuit, qui prennent des bouteilles, qui boivent, qui prennent des jeux vidéo ou des films ou des séries et qui se font des ambiances comme ça. C'est exactement ça la posture, la terrible posture de passivité, de flemme, il se passe rien, je fais du surplace, je vais nulle part, j'ai pas de projet, j'ai pas d'ambition, j'avance pas. Cet agneau, Pessah, qu'est-ce qu'on en fait? Il est grillé entier. On n'a pas le droit de le désosser. On le grille entier. Qu'est-ce qui se passerait si on le faisait bouillir? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passe quand je prends une viande et que je la fais bouillir? Qui a déjà fait bouillir son poulet dans de l'eau pour faire une bonne, ça fait une délicieuse soupe au poulet. Très rapidement, il se disloque complètement ton poulet. Il va falloir que tu ramasses tous les morceaux, d'accord? Parce que l'eau, ça fait effet de dislocation, d'accord? Et si on le grille, si on fait à la hache, vous êtes déjà passé devant un shawarma ou vous savez quand ils mettent les poulets sur une broche et qui tournent. Est-ce que vous avez déjà vu un poulet sur une broche qui tourne où il y a une cuisse qui tombe, une aile qui tombe? Non, jamais. Pourquoi? Parce que quand quelque chose va bouillir, ça disloque. Quand, au contraire, on grille, qu'est-ce que ça fait le fait de griller? Ça contracte. D'accord? Ça prend les sucs, hop, et ça contracte la viande. Donc la viande, elle reste totale, entière. Ok? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend la posture passive, l'agneau, et on le contracte.
on le fait se positionner dans un tout, dans un ensemble. Pourquoi? Parce que la nature, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, tout se démembre. D'accord? Quand vous avez un meuble qui date de Mathusalem, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait le meuble? Bah, il va se démembrer. Il y a un pied qui tombe, il y a un autre pied qui tombe, il y a de votre chaise. Il y a la nature, l'usure de la nature fait que les éléments s'éparpillent, se disloquent, d'accord? Se défont les uns des autres. Si je veux garder une maintenance, si je veux maintenir ne serait-ce qu'un meuble en état, qu'est-ce que je dois faire pour le maintenir? Je dois recréer de l'unité dedans. Je dois recréer le tout. D'accord? Donc, naturellement, les choses vont aller dans le sens de la dispersion. Et pas naturellement, quand je me prends en main, quand je veux maintenir l'état et la qualité d'un objet, je l'entretiens en maintenant les liens les uns avec les autres, d'accord? D'accord? Je dois réparer la chaise, je dois huiler les rouages, sinon le rouage il va se coincer, d'accord? Donc je fais tout ça pour ne pas que les éléments se démembrent, d'accord? Exactement pareil dans une maison qui n'est pas entretenue, bah, elle devient en 2 secondes désordonnée, d'accord? Des enfants qui rangent pas leur chambre, ce qui est la nature d'un enfant en général, sauf exception, il n'y a pas de miracle. Vous rentrez dans la chambre, il y a tout qui est mélangé. Rien n'est à sa place, ok? Donc, la nature, la posture, cette posture d'esclavage égyptien dont on veut se défaire, c'est quoi? C'est la posture du laisser-aller. Lâche-moi, j'ai le temps, j'ai tout mon temps, je profite, là c'est détente, voilà, cette posture-là du mouton. Attention, on a l'impression que la personne, elle kiffe, elle n'a pas d'obligation, elle profite, elle consomme. Non, c'est tout le contraire. En fait, le libre, la personne libre, c'est la personne qui se prend en main, c'est la personne qui avance, c'est la personne qui est dans ce triangle-là, vers le haut, qui est dans ce mouvement-là. Donc, quand je viens et que je vais égorger le mouton, l'agneau pascal, d'accord, on a fait ça pendant 1000 ans, toute l'époque des 2 temples et avant les 2 temples. Quand on égorgeait cet agneau pascal, qu'est-ce qu'on était en train d'égorger? On égorgeait la posture passive. En fait, on était en train de se replacer dans un temps qui avance, dans une vie qui évolue, qui se transforme, d'accord? Dans laquelle on bouge, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle il y a une halakha qui dit qu'on doit préparer Pessah 30 jours avant Pessah, d'accord? C'est la seule fête où il y a écrit Shloshim Yom Lifnei à Pessah. On doit préparer Pessah. Pourquoi il y a besoin de tellement de préparatifs? Il n'y a aucune fête qui a besoin d'autant de préparatifs. Réfléchissez à toutes les fêtes. Aucune fête n'a besoin d'autant de préparatifs. Dans tous les détails. Partout. Tu dois être partout, tu dois penser à tout. Pourquoi? Eh ben, parce que justement, on ne peut pas sortir de cet état de passivité en claquant des doigts. Il y a une mise en place. D'accord? On va rehuiler nos muscles, nos rouages comme ça de mouvement pour se repositionner dans une vie en mouvement, dans une vie en transformation. Donc là, on va se placer dans un temps qui avance. Le temps de maintenant, c'est pas le temps d'il y a 1 heure et c'est pas le temps de hier. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une séance de thérapie filmée à laquelle j'ai assisté et que nous avons commenté quand j'ai fait mes études d'hypnothérapeute, où on voyait François Roustan en personne. Donc François Roustan, c'est le père de l'hypnothérapie en France et de l'hypnothérapie ericksonienne. Et dans une séance qui m'a marquée, dont je me souviens parfaitement, d'une personne en plainte, qui se plaint, et ceci ne va pas, et cela va pas. Et bon, une personne qui vient voir un thérapeute, c'est une personne qui est remplie de plaintes, qui va dire raconter tout ce qui va pas, tout ce qui va pas, tout ce qui va pas. Et donc pour la énième fois, il répète ce qui va pas, et François Roustan le regarde et lui dit « Non mais ça, c'était avant.
que cette phrase. Ça, c'était avant. Et ma femme m'a dit, et mon fils m'a... Ça, c'était avant. Il le positionne dans un temps qui avance. C'est pas obligé que maintenant, c'est comme avant. C'est pas obligé. On t'offre cette possibilité d'avancer dans le temps. Donc, tu peux très très bien imaginer que les choses sont différentes. Donc, qu'est-ce qu'on prend maintenant comme posture psychique? On va prendre la posture psychique de l'action, du fonceur. On a égorgé le Corban Pessah, on a égorgé la posture passive. Maintenant, on est dans la posture active. Premier mot qu'on a dit, Pessah. Pessah, c'est ce premier pas que tu fais pour dire ça, c'était avant. Et maintenant, c'est pas comme avant. Maintenant, ça ne dépend que de moi, que ce soit différent. Donc, je fais ce premier pas, ce premier élément différent. Ok. Alors, je précise également, avant de passer à la matzah, que tout ce qu'on fait d'exagérer à Pessah, et on fait énormément de fêtes exagérées. Pessah, c'est la fête la plus exagérée du calendrier. D'accord? Toujours, si tu as un 60e problème, il y a une notion qui s'appelle Batel Beshishim. Exemple, tu as fait ton énorme marmite de Dafina ou de Pkeila ou de whatever, et malheureusement, tu as préparé le biberon du petit à côté, tu as secoué le biberon et hop, choups, tu as vu le lait qui a coulé dans ton énorme marmite et c'est bientôt Shabbat et les invités vont arriver et au secours, qu'est-ce que je fais? J'ai un petit peu de lait dans ma magnifique marmite. Eh bien, si c'est moins qu'un 60e, Batel Beshishim, la brioute, Bété Avon, tu peux manger sans problème ta daf avec le lait qui a coulé dedans. Pourquoi? Parce que c'est une quantité négligeable. Ah, et si tu es en train de préparer ton plat de Pessah le lundi, la veille de Pessah, et que tu as un enfant de 2 ans qui a échappé à la surveillance et qui a pris le bout de baguette et il a fait tomber un milligramme de miettes de pain dedans, poubelle, capara, bye. D'accord? C'est hyper exagéré. Dites-moi, c'est pas exagéré de faire les rainures du frigidaire? C'est pas exagéré de frotter comme des dingues chaque coin de ton four alors qu'en plus tu vas faire la pyrolyse derrière? C'est pas exagéré de couvrir toute ta cuisine de papier alu? C'est pas exagéré? C'est super exagéré. Super exagéré. La fête de l'exagération. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que, en fait, quand on est dans une volonté de faire ce pas, de se mettre en mouvement, on ne peut pas faire ce pas en disant « ça va, j'ai tout mon temps, ok, je fais mais à mon rythme ». Non, non. Tu dois être absolu. Tu dois foncer. Tu dois y aller à 100%. À 100%. Quiconque a envie de commencer à faire du sport, comme moi, j'ai envie de commencer, ça fait je sais pas combien d'années que je dis, cette année, je me remets au sport. J'adorais le sport quand j'étais jeune, j'ai plus le temps. Bon, ok, je vais commencer par une demi-heure par semaine. Rien du tout. Rien du tout. Si tu vas pas vraiment, si tu n'es pas sérieux, si tu vas pas à fond, si tu n'exagères pas, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de transformation. D'accord? Donc en fait, quand on vous dit que le ménage de Pessah, qui est archi exagéré, d'accord? C'est quoi finalement le ménage de Pessah? C'est remettre de l'ordre, c'est recontrôler, reprendre le contrôle de la maison, reprendre la place des choses en main. Et quand on vous dit « Oui, ma chérie, mais détends-toi, le chametz, la poussière, c'est pas du chametz. » Exact au niveau halachique. Exact. Mais au niveau de la posture passive du chametz, la poussière, c'est du chametz.
La poussière, c'est du chametz parce que la poussière, c'est de l'usure. Parce que la poussière, c'est quand je laisse. Je laisse faire, je laisse s'abîmer. Quand je ne prends pas en main. Si je prends en main ma maison, si ma maison est une maison entretenue, elle n'aura jamais de poussière. Si je ne l'entretiens pas, donc il y a une passivité qui se met en place. Donc, perso, je suis pour faire la poussière. D'accord ? Pour, en fait, essayer d'atteindre le plus de coins et de recoins. Ah, mais t'es pas obligé de retrier toutes les armoires et tous les cartons et tout. Non, mais en fait, c'est une posture active que je veux prendre. D'accord ? De fonceur, de quelqu'un qui agit, qui reprend le contrôle des choses. Donc à chacune d'évaluer, hein, il ne s'agit pas d'arriver claquer le soir du Seder, ça c'est sûr qu'on a tout perdu. Mais en fait, oui, il faut s'en occuper de tout ça. Il faut tout de nouveau réorganiser. Donc, mettre les choses à leur place, oui. Et je précise que sur le fait de mettre les choses à leur place, la définition du Maharal de la Géoula, c'est quand le peuple d'Israël est à sa place, c'est-à-dire en Eretz Israël. Donc, définition du Maharal de la Géoula, chaque chose est à sa place. D'accord ? Vous rentrez dans une pièce, tout est à l'envers, les meubles, la table, les chaises, les livres, c'est ça la galoute. L'exil, c'est en fait quand il n'y a pas d'ordre, il n'y a aucun ordre. Et c'est pour ça qu'on arrive le soir du Seder à un soir du Seder, de l'ordre. En fait, c'est un ordre qu'on met dans notre tête. C'est l'ordre de qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est secondaire dans notre vie. Fondamental de pouvoir hiérarchiser ce qui est prioritaire, ce qui est secondaire. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on met de l'ordre aussi dans sa tête, c'est comme ça qu'on met de l'ordre dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire la veille de Pessah, après avoir à ce point exagéré? Eh bien, on va brûler le chametz. Et brûler le chametz, c'est brûler donc cette pâte qui gonfle. C'est quoi ? C'est une pâte qui a tout son temps, tranquille. On lui laisse le temps qu'elle veut, elle va pouvoir fermenter. Et je vais brûler quoi ? Écoutez bien, le fait d'avoir tout mon temps. Non, t'as pas tout ton temps, on a dit. On avance, on est dans une progression, d'accord ? Et quand elle a tout son temps, écoutez bien en hébreu ce que ça donne, cette pâte, elle est mahmitza. Comment je peux vous traduire mahmitza du mot chametz ? Mahmitza, c'est-à-dire elle devient chametz. Mais si je veux traduire ce verbe lehachmitz en hébreu, qui est un verbe très courant, très utilisé, c'est quoi être mahmitz ? C'est laisser passer une occasion. Ichmatzti. Ah mince, j'ai laissé passer l'occasion. J'avais une occasion qui se présentait à moi et je l'ai laissé passer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, ce qu'il faut, c'est fabriquer une matzah. Et maintenant, j'arrive à mon deuxième élément, à la matzah. On a compris, premier mot, Pessah. Pessah, le pas en avant, le mouvement. Il y a un temps. D'accord ? Il y a un temps t égale 0, il y a des objectifs, il y a une avancée, il y a une ambition. Deuxième chose, j'arrive à la matzah. C'est quoi la matzah ? La matzah, c'est un pain qui est fait en moins de 18 minutes. 18, c'est chai, d'accord ? C'est-à-dire c'est un pain qui te demande de l'énergie, de l'action, de la précision. Donc vous voyez comment le mouvement se met complètement en place. Jusqu'où il se met en place ? Eh bien, jusqu'où on va aller. Vous savez que ça veut dire quoi ? Être memoutsé en hébreu. Être memoutsé, c'est être exploité au maximum. En fait, la matzah, c'est une farine qui a été exploitée au maximum. Parce que sans temps, elle n'a pas besoin de temps, d'accord ? Juste avec de l'eau et une cuisson immédiate, donc tout dans l'immédiateté, tout avec une action énorme, on l'a exploitée au maximum. En fait, chaque année, on doit de nouveau sortir de cette posture de passivité. On doit sortir d'une posture dans laquelle on accepte nos limites, on accepte nos résistances, nos manquements. D'accord ? Cette posture qui dit « qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. »
accepte-moi comme je suis comme ça, c'est ma nature. Non, non. Ça veut dire quoi, je suis comme ça? C'est quoi cette posture de je suis comme ça? Complètement passive, complètement qui se laisse aller au gré, d'accord, qui se laisse modeler par l'extérieur. Non, c'est toi qui modèle l'extérieur, c'est pas l'extérieur qui va venir te modeler. Donc chaque année, tu dois sortir de ça. Jusqu'où tu dois sortir de cette posture? Jusqu'au max. Memutse. Jusqu'à être exploité au maximum. En fait, tu dois venir nettoyer toutes les achmatzot. C'est quoi les achmatzot? C'est tous les ratés, toutes les fois où tu as laissé passer une occasion. Tu as laissé l'occasion passer devant toi, tu n'as pas saisi cette occasion. Vous êtes d'accord qu'il faut une action en avant pour saisir une occasion. D'accord? Alors, en fait, comprendre que Pessah, c'est pas une fête où juste, si je mange pas de Ramez, j'ai fait Pessah. C'est pas possible ça. Par exemple, Shabbat. Shabbat, si je fais rien, même j'ai pas allumé mes bougies, imaginons, c'est Shabbat. Je suis dans Shabbat. Alors oui, c'est vrai qu'il faut faire le kiddush, il y a des mitzvot positifs et tout, mais Shabbat rentre. Pessah, c'est pas pareil. Pessah, je dois moi d'abord faire tout ce travail de préparation, de faire ce pas, Pessah du pas, le pas que je fais. Il faut que je brûle le Hametz, c'est-à-dire qu'il faut que je brûle, que je nettoie toutes ces occasions ratées. Et il faut aussi que je rentre activement dans Pessah, c'est-à-dire, ça ne suffit pas à Pessah, par exemple, de juste ne pas manger de Hametz, je ne dois même pas en posséder. Dites-moi, à Kippour, vous êtes d'accord qu'on a le droit d'avoir de la nourriture, on ne peut pas en manger, on peut en avoir. D'accord? Il n'y a pas d'autre fête où tu n'as même pas le droit d'en avoir. Tu n'as pas le droit d'en profiter, tu n'as pas le droit d'en avoir. Balierae, baliematsé. Je n'ai pas le droit d'avoir du Hametz chez moi. Je n'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'en avoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois aller chercher dans les tréfonds, à l'intérieur de moi, d'accord? Et je dois être ultra actif pour pouvoir exploiter au maximum mes ressources et trouver toutes mes ressources à l'intérieur de moi de telle sorte que je réussisse à continuer ce mouvement-là qui est mon mouvement en avant. D'accord? En fait, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que non seulement je ne suis pas passif et je bouge, mais je vais aller à la recherche de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je vais être mematsé atatsmi, c'est-à-dire je vais exploiter mon potentiel. Je vais me trouver au maximum. Je vais me battre avec moi-même là-dessus. La matzah vient aussi, dit Rav Moshe Shapira, du mot, c'est comme rive. Matzah, c'est une bataille, c'est une guerre. C'est-à-dire être dans cette perspective de matzah, c'est se faire la guerre en fait. Je vais faire la guerre à tous les domaines dans lesquels je n'arrive pas à aller trouver mes propres ressources. Vous savez pourquoi on ne trouve pas ses propres ressources? Parce qu'on est passif. D'accord? C'est la passivité qui fait que tu dis « Ah, je peux pas, ah non, flemme, ah non, je saurais pas, ah non, je vais pas ». Dès que tu te mets en mouvement, donc première étape, je me mets en mouvement. Deuxième étape, je vais trouver toutes ces ressources-là à l'intérieur de moi. D'accord? Et pour les trouver, vous savez ce qu'on fait aussi? On se débarrasse de tout ce qui est inutile. On le fait dans la maison et on le fait dans la vraie vie. Se débarrasser de ce qui est inutile, je sais pas moi, des objets qui servent à rien. Alors, est-ce que c'est nécessaire à Pessah, faire du Hametz? Oui, mais d'après les maîtres de la Chassidoute et de la Kabbalah, on dit que même un objet qui sert à rien dans une maison, il prend un espace qu'il ne doit pas prendre. Et vous allez libérer de l'espace pour autre chose, pour une Géoula à venir. Donc être capable de se débarrasser d'objets qui servent à rien, de se débarrasser des situations passées, d'accord? Et il m'a dit, et il m'a fait, et il n'a pas vu, et il m'a pas invité, et il m'a pas... On se débarrasse, d'accord? Faire de la place aussi à ce niveau-là. Se débarrasser, mes amis, se débarrasser des anciennes relations amoureuses, d'accord? Qui sont pas résolues, mais c'est ton ex mythologique, d'accord? Mythique, l'ex mythique ça y est,
Hey, t'as plus besoin de ça. Les enfants, d'accord, qui participent, il faut absolument les faire participer au ménage de Pessah. Moi ça m'arrive chaque année de voir les caisses des cahiers de l'année d'avant ou de l'année encore d'avant. Les contrôles de maths, de quand t'étais en 6e, tu veux les garder. Oh là là, ouais non, mais c'était tellement bien la 6e, machin. Ça y est, allez, t'es plus en 6e. Hey, t'es en 3e, t'es en seconde, t'es en terminale. Je garde mes annales de... Ça y est. Ce côté nostalgique là du avant et de ce qui s'était passé, c'est pas bon. On avance comme la Magen David, on est en pointe, on est en flèche, d'accord. Donc on se débarrasse de tout ça, d'accord. D'où ça vient cette posture là de garder des lettres d'un ancien amoureux, des objets qu'on a reçus d'une personne qui est plus dans notre vie et qu'il faut pas les garder. D'où ça vient? Eh ben, ça vient d'une posture passive. Ça vient d'une posture passive qui se nourrit des fantasmes et qui se nourrit de l'imaginaire. Un peu comme dans les films. Quelque chose de parfait, d'une vie parfaite, d'une vie idéalisée, qui n'est pas absolument pas la réalité. Pareil, année 5784, pareil pour les traumas. Alors comment est-ce qu'on se débarrasse d'une difficulté, d'un trauma? Évidemment, ça prend du place et ça prend du temps. Il ne faut pas faire du surplace. Ce qui est difficile dans le trauma, c'est de rester sans arrêt, coincé au même moment. Ça y est, il faut dérouler le temps. Il faut de nouveau, quiconque qui a vécu un trauma, qui a vécu quelque chose de difficile, voilà, et je pense, les Havdil, mais pour nous aussi c'est un trauma, c'est 3 mois de notre fils à Gaza. Réussir, à enclencher le temps, à voir que les choses avancent, à voir que Baruch Hashem, on se répare, on répare nos inquiétudes, on répare voilà, tout ce qui nous a oppressés. Moi, c'est très récent, hein, bien sûr, vous allez me dire, la guerre, on y est encore dedans, malheureusement, et Bezrat Hashem, bientôt, très vite, la Géoula totale. Mais quand des personnes me disent ça va, comment tu as vécu ça, comment tu as eu la force, à chaque fois, avant qu'on finisse la question, je me mets à pleurer, à juste me souvenir de ces 3 mois-là, à en crever, quoi. Donc c'est des postures, il faut pas rester dans ces postures-là. Allez, on avance. Là, on est juste après, il faut avancer. Ça y est, il faut avancer. Il faut pas rester, il faut pas faire du surplace, d'accord? Voilà, donc aller jusqu'au bout de ce nettoyage, le faire complètement, d'accord. Et oui, donc la matzah, on était à la matzah pour s'exploiter au maximum. Comment je m'exploite au maximum? Alors regardez ce qu'elle nous enseigne, la matzah. La matzah, elle m'apprend que je suis capable de faire des tonnes en très peu de temps. À qui c'est déjà arrivé d'avoir une amie, d'accord? Alors, c'est pas bien, faut pas se comparer, mais à un moment, ça nous arrive de nous comparer à une amie. J'ai une amie et je vois que elle, comme moi, elle a X enfants, comme moi, elle prépare son Pessah, comme moi, et en plus, elle reçoit toute sa belle famille, 20 personnes à table en plus. Comment tu fais? Ou bien, elle fait ça et ça, mais en plus, elle travaille jusqu'au dernier jour avant Pessah. Comment tu fais? Comment elle fait? Comment on fait? Et en fait, quand ça m'arrive à moi d'avoir une obligation supérieure, quelque chose que je n'avais pas prévu, et je vois que j'ai réussi. Après coup, je vois que j'ai réussi. Tiens, Heidi dit. Mais si on m'avait dit à l'avance qu'il allait se passer ça et ça, j'aurais hyper angoissé. Mes amis, on a un potentiel inexploité, c'est une évidence. C'est une évidence. On a tous, alors attention, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas craquer non plus, mais on a vraiment de l'énergie, d'accord? Quand on a une période de chômage et on se dit « Ah mais comment je vais faire pour retrouver un travail? Déjà là, je suis débordée !» Et tout d'un coup, tu as un travail et tu vois que tu t'organises très bien. On peut faire des tonnes. Qu'est-ce que la matzah nous apprend? La matzah, c'est l'histoire d'une nuit. À minuit, Pharaon, il hurle en pyjama « Sortez d'ici, sortez d'ici !» Ah, désolé, on a reçu l'ordre de Moshe de ne pas sortir de chez nous, donc on ne sort pas. Mais par contre, on va sortir. Moshe nous a dit qu'on va sortir au petit matin. Ok, on va sortir
il n'y a pas l'agence juive, on n'est pas encore en Eretz Israël. On mange quoi? Et là, vous les voyez là, toutes les mamans dans leur maison en Égypte, qui badigeonnaient du sang du Corban Pessah, où les enfants ils tirent la jupe de maman. Maman, j'ai faim. Ah, il a faim maintenant, mais qu'est-ce qu'il va me dire demain, après-demain? Mais on va dans le désert là, qu'est-ce qu'on fait? Ok, j'ai top chrono. J'ai la nuit là. J'ai la nuit pour faire, j'ai allé 5 heures devant moi, en plus de mes petits baluchons que je dois faire, pour faire le plus de bouffe possible. Le plus de nourriture possible pour mes enfants. C'est-à-dire quoi le plus? Je prends des paquets de farine et à la chaîne, je mélange avec de l'eau, j'enfourne, je mélange, j'enfourne, je mélange, j'enfourne, je mélange, j'enfourne, tac, 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 ça sort. Je mets dans mes baluchons, je pars avec le plus de nourriture possible. Rappelez-vous que la matzah a duré 30 jours jusqu'à ce qu'arrive la manne. Donc ils sont sortis avec 30 jours de pain pour les enfants, pour la famille. C'est beaucoup. En combien de temps ils ont fait ça? En une nuit. Chaque fournée a duré moins de 18 minutes. Elles ont fait le plus possible. Dites-moi, si on avait demandé à ces mamans, est-ce que tu penses que en 4 heures de temps là, entre minuit et 4 heures, parce qu'à 5 heures on est déjà dehors, en 4-5 heures de temps, tu vas être capable de faire à manger pour toute ta famille pour 30 jours? Qui ici me dit, moi je suis capable, de minuit à 4 heures, je fais pour 30 jours de nous. Mais même pas en rêve, mais de quoi tu parles? C'est maintenant que ça se passe. Tu sors d'Égypte, vite. Et là tout d'un coup tu dis, mais allô, c'est pas possible. T'as vu tout ce que j'ai fait? T'as vu à quel point je peux exploiter mon potentiel? Et ce qui est dingue, ironie du sort, c'est que la matzah, moi je la connais. Je la mange depuis 210 ans en Égypte. Mais pour d'autres raisons. Pourquoi je la mange? Parce qu'il est hors de question que je perde du temps à me préparer à manger. Je suis esclave. Et donc, les Égyptiens me disent, tu prépares la nourriture la plus rapide. C'est quoi la plus rapide? De la farine, de l'eau, tac, 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 four, je mange. 3 minutes, top chrono. C'était le pain que j'ai appris à faire en Égypte parce que j'étais esclave. Et maintenant, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, en fait, de faire, d'attendre. Donc, je vais faire plein de fournées pour 30 jours, le plus vite possible. Et je découvre tout ce que je suis capable de faire en un temps donné. C'est ça, matzah. C'est ça, memutse. C'est toute ma force. C'est tout mon potentiel. On a dit Pessah. On a dit matzah. Mes amis, j'arrive à l'apothéose. Maintenant, je peux dire maror. On a commencé le cours en disant pourquoi on met maror à la fin? Le maror, c'était au début qu'on était amer. Pourquoi c'est maintenant à la fin qu'on dit maror? Ah, à chaque fois que tu parlais de tes expériences passées difficiles, t'as l'angoisse qui te montait. Bien sûr, tu ne pouvais pas parler du maror. Tu ne peux pas commencer par parler du maror de la vie. C'est impossible. C'est impossible. D'abord, tu fais un pas. D'abord, tu arrêtes d'être passive et tu fonces et tu avances. Ensuite, tu découvres tout ton potentiel. Tu regardes à quel point tu es capable. Tu retrouves l'estime de toi quand tu vois comment tu es capable. Maintenant, tu peux parler du maror. Parce que maintenant, il sera vraiment à distance. Il sera vraiment éloigné. Maintenant que tu as réussi à trouver ton zivoug, maintenant que tu vis de façon heureuse, maintenant que tu as vu à quel point Kadosh Baruch Hu t'aide et t'aime, tu dis Ba'avour li, Ba'avour ze Hashem asali betzetim mitzrayim, Ba'avour ze Hashem asali. Hashem, il a fait pour moi. Pour moi, c'est ça qu'on dit aux enfants. Tu sais quoi, je suis VIP d'Akadosh Baruch Hu. À ça, Hachem lit. Hachem, il m'a fait quelque chose. Il m'a sauvé. Ah, maintenant que tu te sens importante, maintenant que tu sens à quel point tu as des ressources, maintenant que tu es en mouvement, que tu es sorti de la passivité, maintenant tu peux parler de ton maror. Maintenant tu peux réinterpréter le maror de ta vie. Tu as raison, il y a du maror. On n'est pas en train de dire, maintenant qu'il y a eu Pessah et Matzah, alors tu sais quoi, il n'y a pas eu de maror. Allez, on ne parle pas des choses négatives. Venez, on ne parle pas de choses négatives. Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut en parler. Il y a eu Pessah, il y a eu Matzah. Maintenant, tu peux dire maror. Tu te rappelles au début du mariage, comment on se disputait? Tu te rappelles, on était jeunes, hein?
Ah, on n'avait pas encore compris que... Bah oui, au début du mariage, tu savais pas à quel point il était capable de se tuer en mille pour toi, de tout faire pour que tu sois heureuse. Alors quand tu voyais un truc qui dysfonctionnait, tout de suite t'en faisais toute une histoire. Ah ouais. Maintenant que tu es riche d'une expérience de couple immense, tu peux dire, ah ouais, avant c'était marrant. Quand j'ai géré mon fils ado, c'était marrant. Quand j'avais pas de travail et que j'avais pas d'argent et pas de parnassa, c'était marrant. On va pas faire semblant qu'il n'y a pas de maror dans notre vie. Il y a du maror, même plus que ça, et ça serait l'objet d'un autre cours. Le maror fait partie de la Géoula. Il n'y a pas de Géoula s'il n'y a pas. Il n'y a pas de jour s'il n'y a pas eu de nuit avant. Et ça, c'est tout un autre pan très important de Pessah, pour une autre année, si Dieu veut. Mais bien sûr, maintenant, je parle du maror. Maintenant, je suis capable de mettre des mots parce que je sais maintenant qui je suis. Je sais à quel point je suis importante pour Akadosh Baruch Hu. Il est venu me sauver. J'ai fait un pas. Quel pas j'ai fait? J'ai pris le Korban Pessah, symbole de passivité. Je l'ai accroché au pied du lit, symbole de passivité. Je l'ai égorgé. Je l'ai contracté en le faisant griller. D'accord? Le contraire du fait d'être démembré. Je l'ai contracté parce que moi, je me contracte, parce que moi, je me réunis à l'intérieur de moi-même pour être quelqu'un, pour avancer. Maintenant que j'avance, maintenant que j'ai découvert mon potentiel, maintenant je peux parler de mon maror. Be'ezrat Hashem, que le maror d'Am Israël se termine. Que le maror d'Am Israël se termine ce Pessah. Et je finis juste en vous disant que comme nous ne sommes pas des ingénieurs, des physiciens, et qu'on ne sait pas ce que ça signifie de se prendre 300 missiles sur le ciel d'Israël, alors on ne sait pas à quel point la main d'Akadosh Baruch Hu a été là cette semaine. Bizroa netouya, beyat chazaka ou bizroa netouya. Akadosh Baruch Hu avec une main forte. J'ai lu un texte, mais je ne veux pas vous le lire parce que je ne sais pas combien ce texte il est avéré, etc., d'un physicien qui dit que ça n'existe pas en physique, 99% d'interception de missiles, ça n'existe pas. Et quand bien même il y aurait eu 90%, on serait dans un miracle irréel. Mais 99%, c'est au-delà c'est me'al ateva, c'est au-delà de la nature, d'accord? C'est-à-dire que c'est un miracle, un vrai miracle. C'est un réel miracle. Mais comme on n'est pas des grands ingénieurs, donc on sait qu'on a tremblé samedi soir, qu'on n'arrivait pas à aller dormir, et que dimanche matin, on s'est réveillé, détente, tout va bien. La vie est belle, cuit, les oiseaux, et on a continué notre ménage de Pessah. Am Israël s'est révélé pendant 6 mois sous sa plus belle nature. Oui, malgré quelques voix de ça et là qui veulent nous faire... Globalement, Am Israël est splendide depuis 6 mois. Et grâce à ça, nous avons mérité qu'Akadosh Baruch Hu nous montre c'est quoi Yad Chazaka, une main forte ou Bizroa Netouya, et un bras étendu. Be'ezrat Hashem, qu'il n'y ait plus de maror jusqu'à Pessah, et qu'on ait la chance de pouvoir dire les Shana Haba'a Birushalayim Abnouya, l'an prochain Jérusalem reconstruite, vraiment que l'on puisse être à Jérusalem reconstruite. Amen, amen.